Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'investissement du futur avec Audacia. Charles Becbédé, founding partner d'Audacia et de Cantonation à Paris. Nos fonds de venture sont tous dans des ruptures technologiques très fortes. J'ai toujours été passionné par la physique, par l'astrophysique, la cosmologie, l'espace. Je suis un enfant de la génération Apollo. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai toujours été passionné par cela, mais j'ai trahi mes passions de jeunesse et j'ai été dans la banque d'affaires, puis ensuite j'ai créé donc des entreprises dans d'autres domaines. Mais là, dans cette troisième et sans doute dernière phase de ma vie entrepreneuriale, on ne sait jamais, j'ai envie de faire ce que j'aime. Et donc voilà, je suis entrepreneur dans cette énorme industrie financière. J'essaie d'apporter de l'agilité. Je crois que nous donnons du pouvoir aux entrepreneurs et en plus dans des thématiques qui me passionnent en tant qu'individu passionné par la physique et les nouvelles technologies. Ce créateur d'entreprise et entrepreneur entame avec Audacia sa troisième vie entrepreneuriale après la création, le développement puis la vente de Self-Trade et de Poweo. En reprenant les rênes d'Audacia, Charles transforme cette société spécialisée dans le private equity en diversifiant les secteurs sur toute la palette d'investissement, le venture, le growth, mais également dans l'immobilier. Cette maison entrepreneuriale de private equity, qui s'est récemment introduite en bourse, gère 400 millions d'euros d'actifs et compte devenir un acteur clé dans cette industrie qui va représenter une part de plus en plus importante dans la décennie à venir. Audacia surprend par son approche ultra-entrepreneuriale, mettant ainsi l'investisseur et l'entrepreneur au même diapason. Nous découvrons avec Charles les différentes typologies d'investissement et notamment deux fonds, Cantonation, le premier fonds quantique au monde, ainsi que Géodésic qui investit dans la Space Tech. Nous avons droit à un cours de physique quantique passionnant qui nous permet d'identifier le potentiel fantastique de ces technologies innovantes et notamment dans le domaine de la cybersécurité. Accrochez vos ceintures et prenez des notes, c'est un épisode qui nous plonge au 22e siècle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Charles. Bonjour Solène. Trop contente de te revoir après, je pense, 20 ans. Je ne t'ai pas vu. Et je remercie du fond du cœur Éléonore de Rose qui est présente aujourd'hui pour faire que cet épisode puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Charles, est-ce que tu pourrais te présenter et nous faire part brièvement de ton incroyable expérience entrepreneuriale avant le lancement d'Audacia ? Merci Solène, n'exagérons rien. Mais donc, je suis Charles Becbédé. Je dirais que je suis un entrepreneur, plutôt créateur d'entreprise que top manager. Oui. Et donc ça fait, près de 25 ans que je crée des boîtes, que je les développe, je les accompagne. Et là, je suis dans ma troisième vie entrepreneuriale. Mmh. Après deux grandes entreprises que j'ai créées dans les années, à la fin du XXe siècle, puis un peu plus tard, dans ce siècle-ci. Donc c'était Self-Trade, oui. La bourse par Internet, qui est devenue maintenant Boursorama. Oui. Et puis ça a été Poweo, dans l'énergie, et qui fait partie maintenant de Total Energy. Et aujourd'hui, c'est Audacia. Donc depuis 4 ans, j'en ai repris les rênes. C'est une entreprise que j'avais fondée il y a 15 ans avec d'autres personnes, et dont j'ai repris les rênes et, pour la faire pivoter et la doter d'une nouvelle stratégie depuis 4 ans. Super, parfait. Alors, on va parler d'Audacia. Moi, ce que j'ai compris, mais on va revenir en détail, c'est que la volonté d'Audacia, c'était de démocratiser le capital investissement aux épargnants particuliers. Est-ce que tu pourrais revenir en préambule sur les freins à cette démocratisation, de ton point de vue ? D'abord, ce n'est pas notre unique vision. C'est un des défis qui se posent au capital investissement et c'était extrêmement intéressant d'essayer de s'attaquer à ce défi. Qu'est-ce qui freine ? Bien, c'est très simple. C'est que la durée d'investissement dans le private equity est longue. Et elle est très longue pour un épargnant individuel peu fortuné. Donc, on se retrouve avec un système qui est génial, je dirais, pour les personnes qui ont une certaine surface financière et qui peuvent accéder, en effet, à des très bons gestionnaires de capitaux en private equity, à condition d'être capable d'investir plutôt en millions d'euros qu'en dizaines de milliers d'euros. Et
Et dans ce cas-là, ça se passe très bien. En gros, le système est génial, mais c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches, et puis le commun des mortels est laissé un peu de côté. Donc c'est un défi auquel l'ensemble du capital investissement essaye de s'adresser. Il y a des solutions, mais il faut essayer de raccourcir l'horizon temporel de l'investissement en inventant, en innovant. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez fait une IPO et que vous avez introduit en bourse Audacia ? C'est pas la principale raison, D'accord. mais c'est vrai que ça permet à des épargnants individuels de s'exposer ainsi au private equity. Mais la vraie raison, c'est que ça nous a permis tout simplement d'augmenter notre capital, de disposer ainsi de fonds propres supplémentaires qui nous permettent de lancer de nouveaux fonds pour accélérer notre développement. Parce que quand on crée un nouveau fonds, qu'on identifie une thématique d'investissement nouvelle qu'on souhaite défricher, il faut investir. Il faut que la société de gestion mette elle-même des capitaux dans son propre fonds pour créer la dynamique de confiance. Et donc, on est rentable, on aurait pu autofinancer cela, mais ça aurait pris du temps. Donc là, c'est le moyen le plus rapide. C'est le moyen le plus rapide. Ces thématiques d'investissement, elles sont aujourd'hui importantes à lancer. Et pour ça, il était souhaitable d'ouvrir notre capital, de le renforcer pour pouvoir investir. Alors, quel a été, si tu pouvais juste nous donner des éléments, j'aime bien rentrer dans le détail, sur voilà, qu'est-ce qu'elle représentait cette IPO en termes de flottant, les conditions d'introduction, etc. Brièvement. C'est une petite opération. Nous sommes encore une petite entreprise. Audacia, c'est 25 personnes, c'est 400 millions d'actifs gérés. Et donc, notre market cap n'est que de 30 millions. Donc, c'est une toute petite opération. Nous avons ouvert notre capital à hauteur de 23%. D'accord. Donc, qui correspond au flottant. Et nous avons levé 7,5 millions. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai un peu fait mon homework avant de te parler, bien sûr, et j'ai vu que vous positionniez comme un acteur de nouvelle génération du private equity. Alors, je te pose la question, c'est quoi un acteur de nouvelle génération du private equity ? En fait, je me vois comme un nouveau venu dans ce monde du capital investissement, même si je le connais, parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière, j'ai été moi-même entrepreneur et j'ai fait appel à des fonds de private equity, des fonds de venture. Ça n'a pas été sans mal d'ailleurs dans les années 2000, parce que le business était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de concurrence, plus de fonds qu'à l'époque. Mais je suis un nouveau venu dans l'industrie financière et notamment sur cette énorme niche du private equity. On parle de 7 trilliards de dollars d'actifs gérés dans le monde et ça va doubler d'ici 2025. Et donc c'est intéressant. Moi je vois ça comme donc un nouveau marché. De même que je me suis attaqué au marché de l'énergie, je me suis attaqué au marché de la bourse des particuliers. J'ai également lancé des initiatives dans l'agriculture, dans d'autres domaines, dans les spiritueux avec mon frère, on a créé une vodka. Dans la mode, avec Karine, on a lancé une boîte de belles chemises blanches. Génial. Mais là, il s'agit de l'industrie financière, donc c'est un énorme marché en pleine croissance. Cette classe d'actifs, elle va se démocratiser, comme tu le disais, Solène. Et donc, il faut prendre des initiatives. Et c'est bien peut-être de venir de l'extérieur. Et donc, j'aborde ce capital investissement, cet énorme marché, comme un entrepreneur aborde un marché. Et ensuite, je vois que si on est agile, qu'on identifie des déficits d'offres, des thématiques porteuses, on peut créer la différence et apporter quelque chose à ce marché. D'accord. Et ainsi créer de nouveaux fonds, investir des entrepreneurs. Parce qu'on fait de l'investissement, donc on apporte des capitaux, mais aussi on donne le pouvoir de réaliser leurs rêves à des entrepreneurs. Donc c'est le sens de investir. Il y a deux sens dans investir. Il y a aussi le sens qui vient de l'investiture. Et on donne le pouvoir aux entrepreneurs. Et ça, c'est ma passion. Et donc, je me retrouve bien. À la fois, je suis moi-même donc créateur d'entreprise, entrepreneur dans cette industrie. Oui. Et je donne le pouvoir à des entrepreneurs. Donc il y a un alignement total d'intérêt. Alignement total. Et en plus, alors là, c'est cerise sur le gâteau, ces thématiques d'investissement que nous défrichons, il se trouve qu'elles se produisent dans les innovations technologiques de rupture, pour une grande partie. On est aussi dans l'immobilier, on y reviendra peut-être, et dans le capital développement. Mais nos fonds de venture sont tous dans des ruptures
technologiques très fortes. Mhm. Et j'ai toujours été passionné par la physique, par l'astrophysique, la cosmologie, l'espace. Je suis un enfant de la génération Apollo. Mhm. J'ai fait des études d'ingénieur et j'ai toujours été passionné par cela. Mais j'ai trahi mes passions de jeunesse et j'ai été dans la banque d'affaires. Puis ensuite, j'ai créé donc des entreprises dans d'autres domaines. Mais là, dans cette troisième et sans doute dernière phase de ma vie entrepreneuriale... Tu ne sais jamais. On ne sait jamais. J'ai envie de faire ce que j'aime. Ouais. Et donc voilà, je suis entrepreneur dans cette énorme industrie financière. J'essaie d'apporter de l'agilité. Je crois que nous donnons du pouvoir aux entrepreneurs et en plus dans des thématiques qui me passionnent en tant qu'individu passionné par la physique et les nouvelles technologies. C'est top. Écoute, c'est super intéressant, super approche. Est-ce que tu pourrais nous présenter Audacia ? La société se compose de combien de personnes ? Alors c'est 25 personnes, Oui. bon, un peu plus, presque 30, Oui. avec l'organisation que nous mutualisons sur les différents métiers, avec la communication, Éléonore, avec la finance, le compliance, le back-office, le middle office, le fundraising, donc c'est à peu près la moitié des effectifs. Oui. Et puis ensuite, l'autre moitié des effectifs, c'est les cellules des gérants, des fund managers, sur chacun des métiers. D'accord. Et alors, vous êtes présent uniquement en France pour le moment ? On est présent en France, mais nous investissons dans le monde entier, notamment sur les fonds de venture. Les fonds de venture, ils sont globaux et ils investissent en Amérique du Nord et en Europe essentiellement, mais pas simplement en France. Parfait. Alors, il y a un point que je trouvais intéressant et ça reprend exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté entrepreneurial chez Audacia. Qui est assez fort, hein, qu'on ressent fort quand tu en parles. Et vous avez créé quelque chose qui s'appelle la maison entrepreneuriale du private equity. Alors j'étais assez interloquée. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. C'est un peu notre signature, c'est-à-dire que c'est une maison, donc par petit clin d'œil à la mode, à la haute couture, nous faisons du cousu humain. En effet, donc c'est une maison. C'est aussi une maison où on peut accueillir des talents. Donc chez Audacia. Et puis c'est entrepreneurial parce que en effet, beaucoup d'entre nous sommes des entrepreneurs. Nous avons été de l'autre côté de la barrière. Nous savons ce que c'est que les affres de la création d'entreprises et du développement et de la recherche de capitaux et que la solitude parfois de l'entrepreneur peut être importante. Et puis nous sommes aussi des entrepreneurs donc dans l'industrie financière, dans cette classe d'actifs du private equity. Nous prenons des initiatives. On est là pour être agile. Être innovant et pas simplement refaire ce que font les autres. Et on essaye d'éviter de donner des leçons aussi aux entrepreneurs en étant un peu comme eux. Oui. Et les laisser travailler lorsqu'ils font bien et les aider quand ça va pas bien. Et puis, le private equity, c'est notre métier. Voilà. Donc, la maison entrepreneuriale de private equity. Oui. Alors, intéressant, j'aime bien m'attarder quand je reçois des investisseurs sur le deal flow et comment vous captez ces opportunités d'investissement et comment vous les sélectionnez. Est-ce que tu peux... Alors, c'est compliqué parce que vous investissez vraiment dans différentes typologies de private equity, mais si tu pouvais nous donner dans les grandes lignes, nous expliquer comment vous y prenez. Oui, alors, je vais commencer par l'immobilier. En capital immobilier, donc on a lancé un fonds de co-living. Et là, on a un partenariat avec un acteur, un des leaders du co-living, qui s'appelle Sherry's, dont nous sommes actionnaires de référence. Et donc, avec eux, nous identifions du foncier ou des bâtiments qu'il faut rénover et transformer en surface de co-living. Le co-living, c'est de la coloc. On en a tous fait quand on était plus jeune. Et simplement, là, c'est super organisé et chacun va avoir une chambre à peu près de la même taille. Et non pas un qui va avoir la master et puis les autres des placards à balai. Et chacun a une vraie chambre, une salle de bain, une toilette. Et on mutualise le salon, la cuisine, la salle à manger. Et il y a une énorme demande et très peu d'offres. Donc, ce fonds de co-living est dédié à ça. Et donc, on a tous les promoteurs, les collectivités locales, différents apporteurs qui nous apportent des opportunités. Ensuite, nous avons nos critères de sélection. Donc là, évidemment, le prix du mètre carré va être un critère extrêmement important. Parce qu'il n'est pas question pour trouver la rentabilité, il n'est pas question d'acheter trop cher. C'est difficile donc dans le centre de Paris, mais c'est possible en petite couronne, c'est possible dans les autres grandes métropoles françaises. Là, c'est un métier 100% français. Oui.
Ensuite, le growth, donc le capital développement. Là, nous, on s'appuie sur la crédibilité, la notoriété de Audacia en France, parce qu'on a financé plus de 350 entreprises depuis 15 ans, en leur apportant plus de 700 millions d'euros. 37 de ces PME sont devenus des ETI désormais. Oui. Et donc, on a aussi les meilleurs ambassadeurs d'Audacia sont les entrepreneurs que nous avons accompagnés et qui en parlent à leurs copains entrepreneurs. Donc, on a un bon deal flow naturel de PME. Oui. Et ensuite, la sélection s'opère traditionnellement, c'est-à-dire d'abord l'entrepreneur, sa personnalité, sa vision, son projet, et puis ensuite les éléments financiers, bien sûr, le marché sur lequel il souhaite se développer. Est-ce que c'est une micro-niche ou est-ce que c'est un vrai marché? Et puis, pour le venture, là, comme on s'est mis sur des thématiques très originales où on est quasi en monopole, on a 100% de deal flow. On a plus exactement, on a un deal flow qui correspond à 100% des startups du domaine en question. D'accord. Donc, par exemple, dans les technologies quantiques, avec notre fonds Quantonation, c'est le premier fonds dédié aux technologies quantiques au niveau mondial. Ouais, ça, j'aimerais bien que tu y reviennes. Je vais revenir. Mais juste pour expliquer, donc là, il y a 400 startups dans le monde qui se développent sur cette seconde révolution quantique. On les a toutes vues. Voilà. D'accord. Donc, elles sont toutes venues nous voir et ensuite on en a sélectionné pour l'instant 16. 2 term sheets en cours en plus, donc on va passer à 18. Et donc on n'a pas de problème de deal flow. Et la sélection, là pareil, le projet, la vision, les entrepreneurs, les porteurs de projet, la qualité scientifique évidemment de ce qui est proposé. Et là on s'appuie sur nos propres compétences. On a la chance d'avoir dans ce fonds Christophe Jursac, qui est un docteur en physique quantique avec lequel j'ai travaillé chez Poweo, qui dirigeait les énergies nouvelles. D'accord. Et donc, plus d'un réseau de professeurs de physique dans le monde entier. Et puis, les entrepreneurs dans lesquels on a déjà investi, qu'on peut consulter pour aussi affiner notre vision des différentes opportunités sur lesquelles on s'interroge. Et donc, on a une capacité de sélection qui est, à mon avis, excellente. Et les autres fonds de venture qui sont en train d'être lancés grâce aux capitaux que nous a apporté l'introduction en bourse, bien c'est la même méthode. Donc on a toujours un expert métier qui va être un des fund managers, donc pour le fonds spatial, pour le fonds nucléaire, et puis ensuite des deal makers avec lesquels que je connais depuis longtemps, qui ont travaillé avec moi, et puis ensuite pareil, comme on est quasiment unique sur cette thématique d'investissement nouvelle. On a un deal flow correspondant à 100% de part de marché. Et ensuite, sélection. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez lancé ce fonds-là, le premier fonds quantique au monde? Si tu pouvais résumer la thèse d'investissement et ce que vous allez chercher à faire grandir dans ce secteur-là. Et oui, il y a tes raisons personnelles. Alors, on a senti quand même qu'il y avait une certaine appétence à titre personnel. Une passion pour la physique, je l'ai dit. Ça remonte à loin. Et donc, lorsque j'ai vu que les publications dans le domaine de la physique quantique n'étaient pas simplement dans la rubrique science des journaux et que commençaient à passer dans la rubrique business, je me suis dit ça c'est pour moi. Et donc j'ai creusé le sujet de plus en plus. Je n'avais pas vu qu'il y avait eu j'avais raté à quelques semaines près qu'il y avait eu une grande décision européenne de doter la recherche européenne de plus de moyens dans ce domaine. Oui. Puis j'ai rapidement rattrapé mon retard. J'ai parlé à différents experts du domaine. J'ai retrouvé mon ami Christophe Jursac et on s'est dit. Et en effet, on est rentré dans la seconde révolution quantique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les technologies quantiques. Bon, d'abord, petit retour en arrière. Toute notre électronique moderne, toutes nos vies en fait, sont quantiques. C'est-à-dire que dans le smartphone, il y a que des transistors et des lasers, des circuits intégrés. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. C'est le résultat des grandes découvertes et de la compréhension des grands physiciens des années 1930. Et le transistor, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Le laser, à la fin des années 50, etc., etc. Et donc, tout ça, toute notre électronique moderne, elle est fondée sur la physique quantique. Mais
dans les labos de physique fondamentale, les physiciens, grâce à ces lasers, précisément, grâce au progrès de la cryogénie, grâce au progrès de l'électronique, et des supercalculateurs ont pu avancer dans leurs travaux et ont pu commencer à manipuler des objets quantiques individuels, des atomes uniques, par exemple. Jouer avec un atome, qui est quelque chose qui était impensable il y a encore 40 ans. Oui. Jouer avec un photon unique. Et là, on peut utiliser d'autres propriétés de la matière qui avaient été, d'ailleurs, imaginées, pensées, mais à travers simplement des expériences de pensée par les grands physiciens des années 30-40 comme Einstein d'abord. Et qu'il avait envisagé déjà à l'époque. Et d'ailleurs Einstein nous disait votre théorie elle est horrible parce que elle suppose que l'intrication existe et que donc deux objets quantiques vont rester ne former qu'un, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre de dizaines de milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où ça leur révulsait que on ne peut pas attribuer des propriétés physiques distinctes à deux régions extrêmement éloignées de l'espace-temps. Oui. Et ça leur rendait fou. Mais pourtant, c'est la vérité, c'est la réalité. Et ça a été découvert donc par ces physiciens dans les labos de recherche fondamentale à la fin des années 70, début des années 80, notamment par les expériences de Alain Aspect, qui est un très grand professeur de physique de l'Institut d'optique et qui est d'ailleurs cofondateur avec nous d'une de nos startups qui s'appelle Pascal. Et donc l'intrication est une réalité. Alors, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Oui. Pourquoi il en est ainsi. C'est-à-dire que l'espace et le temps ne forment qu'une partie de la réalité. C'est vertigineux. Oui. Mais ça a des applications concrètes en cybersécurité, en communication et en calcul et dans ce qu'on appelle le sensing, donc les capteurs de grandeur physique. Et donc c'est ça qu'on appelle la seconde révolution quantique, les technologies quantiques, et qui est en train de sortir des labos pour aller vers l'industrie. Génial. Et plein de startups se créent. C'est top. Des scientifiques partent du labo, s'allient avec des entrepreneurs et créent leur boîte. Et donc en France, il fallait accompagner ça. Oui, bien sûr. Je ne pouvais pas rater ça. Donc on a créé Quantonation, on a apporté quelques capitaux à une société, une SAS, qui en avance de phase du fonds, parce que lever un fonds, comme tu le sais Solène, ça prend énormément de temps, surtout sur une thèse aussi moderne, disruptive, innovante. Et donc ça nous a pris 3 ans pour arriver au first closing, avec simplement 21 millions d'euros en mars 2021. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, pour pouvoir quand même investir, et heureusement à l'époque c'était des petits tickets, puisque c'était des boîtes en création ou en pré-seed, on a pu investir comme ça dans une dizaine de boîtes avec peu de moyens. Moi, j'ai apporté 2 millions d'euros. Des amis ont apporté 3 millions d'euros dans cette société qui s'appelle Quantonation SAS. Et au first closing, en mars, cette société a cédé toutes ses participations au fonds qui a commencé à exister à ce moment-là, at cost, et est devenu LP du fonds. D'accord. Et depuis, le fonds a fait d'autres closings. Et on en est presque à 75 millions d'euros, donc les choses vont mieux. Et ça accélère. Ouais, c'est top. Alors, quel type d'application concrète, brièvement, tu peux nous donner, parce que c'est quand même assez abstrait tout ce que tu viens de dire. Quel genre de boîte on va retrouver? Donc, tu parlais de la cybersécurité. Donc, c'est des boîtes qui offrent quoi, qui apportent quoi d'innovant? Alors, par exemple, on a une entreprise qui s'appelle CryptoNext et qui propose de nouveaux problèmes mathématiques et qui, pour sécuriser parfaitement une chaîne cryptographique. Bon, je vais essayer on va essayer d'être simple. Tous nos secrets sont fondés actuellement sur l'échange de clés publiques asymétriques fondées sur un problème mathématique très compliqué, jugé très compliqué, qui est que c'est difficile de... On prend un très très grand nombre. Il se trouve que c'est le produit de 2 nombres premiers, bien. Mais si je ne te dis pas quel est ces 2 nombres premiers, si je te dis pas l'un d'entre eux, c'est impossible de le savoir. Factoriser un très très grand nombre en 2 nombres premiers est un problème mathématique extrêmement difficile que les ordinateurs classiques, même les supercalculateurs, ne peuvent pas faire. Ça leur prendrait plus de 1000 milliards d'années. D'accord. Donc tous nos secrets sont fondés là-dessus. Eh bien, un ordinateur quantique, lorsque celui-ci sera de bonne qualité et avec suffisamment de qubits, qui est la brique de base des ordinateurs quantiques. D'accord. Grâce à un algorithme qui a été inventé par Peter Shor, qui est un grand mathématicien à la fin des années 80, pourrait craquer
ce problème mathématique en quelques secondes. C'est ballot. Oui, donc ça c'est un problème, mais heureusement il y a la solution, c'est-à-dire qu'il suffit d'imaginer d'autres problèmes mathématiques plus compliqués et difficiles à résoudre même par un ordinateur quantique. D'accord. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Donc eux ils fournissent des problèmes un peu plus compliqués à craquer. Des logiciels post-quantiques, c'est-à-dire quantum resistant à un ordinateur quantique. Ça c'est un exemple pour la cybersécurité. Il y a un autre exemple, c'est des entreprises qui proposent de changer de modèle, donc pas de faire de la cryptographie asymétrique, mais de la cryptographie symétrique avec des clés privées parfaites. Et là, on va utiliser des photons intriqués pour générer des clés parfaites. Et donc, on va pouvoir sécuriser un échange d'informations en se fondant sur une loi fondamentale de la nature et non plus sur le fait qu'il est difficile de résoudre tel ou tel problème mathématique. Et ça intéresse énormément les militaires, les gouvernements, les banques centrales, et de créer une sorte de réseau Internet quantique fondé sur la QKD, donc la Quantum Key Distribution, qui sécurise de façon fondamentale parfaitement un échange d'informations. Top, merci beaucoup d'avoir été clair, parce que moi je ne connais pas grand-chose en quantique. Vous avez aussi un fonds dans l'industrie spatiale, vous investissez dans la Space Tech ? Voilà, c'est le dernier né, c'est Géodésique. Ouais. Nous avons commencé à investir, donc avec la même méthode que celle que j'évoquais pour Cantonation, donc on a créé la SAS en avance de phase du fonds, toujours pareil, oui, parce que sinon ça entrepreneurial. Sinon ça prend trop de temps. Et donc cette société a déjà investi dans 3 sociétés, dans 3 startups de l'industrie spatiale. Donc Share My Space qui fait de la cartographie de débris spatiaux en orbite, Hyperspace qui développe un propulseur hybride, liquide solide, et Zefalto qui se propose d'emmener les personnes fortunées très haut en altitude. Dans la stratosphère. Grâce à un ballon à l'hélium. D'accord. Et c'est absolument vertigineux. Donc, on est en train d'investir dans une autre entreprise, une 4e entreprise, et beaucoup d'autres sont en train d'être sélectionnés. Et donc, on est d'ailleurs en train de faire une sorte de club deal sur Géodésique pour avoir plus de moyens. Et en parallèle, on est en marketing pour présenter notre projet de fonds spatial aux grands investisseurs institutionnels et aux grands family office. Top. Alors, il y a un des points qui va nous remettre un petit peu plus sur terre, c'est l'agriculture. Mm-hmm. Tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure en introduction. Là, vous avez un véhicule spécifique qui investit dans la transition agronomique ? La transition bio, la transition vers la haute valeur environnementale de nos agro- et agri-industries en Europe. D'accord. Et c'est Nature for Growth, c'est un fonds de growth, donc late stage venture, early growth. Et là, c'est une équipe qui est venue nous voir. C'est là parce que nous sommes une maison entrepreneuriale de private equity. Donc, on attire des talents et ils viennent nous voir. Ils nous présentent leur projet. On dit OK, banco. Ils cherchaient une société de gestion. Donc, très bien. On est partenaires et on va coproduire ce nouveau fonds ensemble. C'est un fonds qui devrait viser une centaine de millions d'euros. D'accord. Dans les 12-18 mois qui viennent. Et alors, parce que c'est incroyable, mais dans toutes les boîtes dans lesquelles vous investissez, c'est hyper technique. Est-ce qu'en interne, vous avez des compétences spécifiques d'analystes, de chercheurs, ou alors tout est sous-traité? Comment vous fonctionnez? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour chaque fonds thématique, il doit y avoir toujours au moins un expert métier vraiment hyper calé dans son domaine. Et puis, ensuite, des profils plus généralistes, plus deal-makers, aguerris au private equity et aux ventures. Et puis, ensuite, chaque fonds dispose d'un conseil scientifique, donc composé d'experts du domaine, et il peut le consulter si jamais il a un doute. Et puis plus on investit, plus on dispose de personnes à travers les entrepreneurs, les sociétés elles-mêmes dans lesquelles nous investissons. Il va y avoir leurs CTO, leurs CSO vont pouvoir nous aider dans la qualification des dossiers que nous examinons. C'est hyper vertueux en fait comme approche. Plus on investit, plus on est malin, plus on investit. Écoute, c'est assez épatant. Et puis alors, quelle diversité! Moi, je suis fascinée par la diversité des business dans lesquels vous investissez. Il y a quand même des points communs, des convergences, parce qu'il faut éviter aussi de trop se disperser. Tout à fait, oui. Il y a les innovations technologiques de rupture en venture, ça c'est clair. Il y a ensuite le capital développement, et ça c'est global, c'est dans le monde entier.
Ensuite, il y a Capital Développement, c'est France Only. Mhm. Et c'est la PME familiale française. C'est quelque chose qu'on connaît bien depuis 15 ans chez Audacia. Et puis, le capital immobilier sur cette niche qui est le co-living. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. On a fait un super beau tour d'horizon d'Audacia. C'était hyper clair, malgré la matière quand même, qui était compliquée. Je termine toujours par une recommandation d'ouvrage, de livre ou de podcast. Qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui ? Les podcasts, j'aime bien ceux de France Culture, tout simplement. Celui d'Étienne Klein, celui d'Alain Finkielkraut et celui de la méthode scientifique, Nicolas Martin, qui est vraiment top. J'écoute aussi, oui. Et les bouquins, j'en lis toujours plusieurs en même temps. Donc je suis en train de me souvenir. Un livre que je suis en train de lire, c'est La plus belle ruse de la lumière. Évidemment, c'est un livre sur la physique, ça t'étonnera pas. C'est de David Elbaz. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Charles. Merci. Merci, Éléonore. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.